Aujourd'hui, on vous propose un side event sur l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous et l'importance de l'approche par les droits pour garantir cet accès à l'eau pour tous. Alors pourquoi? Alors, les enjeux d'accès à l'eau et à l'assainissement sont frappants, alors que l'année 2015 est pourtant une promesse de grand événement à ce niveau-là. 1,8 milliard de personnes consomment toujours une eau contaminés par les matières fécales. 2,5 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'assainissement. C'est des enjeux qui sont très très prégnants et qui ont un impact négatif sur l'ensemble des aspects du développement, que ce soit la santé, l'éducation, l'environnement, l'économie, etc. Et pourtant, le droit à l'eau et à l'assainissement a été reconnu comme un droit de l'homme en 2010 et c'est loin d'être une réalité pour tous. Qu'est-ce que signifie ce droit à l'eau et à l'assainissement? Ça signifie que l'approvisionnement en eau et en assainissement doit répondre à plusieurs critères, qui sont des critères d'accessibilité, de durabilité, de disponibilité, de disponibilité, j'ai un trou. Durabilité, disponibilité, accessibilité, qualité. Il m'en manque un, qui va le trouver? Voilà, exactement, équité. Et ça doit répondre aussi aux enjeux de participation citoyenne, de transparence de l'information, d'accès aux données. Donc tous ces enjeux-là aujourd'hui sont vraiment prégnants. Et cette approche par les droits est vraiment fondamentale dans le sens où c'est le seul moyen d'avoir vraiment un accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Et c'est le seul moyen d'avoir un développement qui soit vraiment participatif et inclusif. Des notions qui sont particulièrement prégnantes alors que va être prochainement adopter le cadre de développement pour l'après-2015. C'est tous ces enjeux-là qu'on veut aborder aujourd'hui dans ce side event, avec une approche qui traitera à la fois de milieu rural, de milieu urbain et surtout une approche qui se veut globale. C'est-à-dire qu'en l'ensemble des acteurs, que ce soit les ONG, les collectivités locales, les États, les entreprises, les acteurs locaux, tous ensemble, on travaille pour que sur le terrain, on puisse avoir enfin cet accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Si l'angle aujourd'hui choisi est vraiment celui centré sur les pays du Sud, il ne faut pas oublier que c'est tout de même une problématique qui impacte aussi les pays développés. La France aussi en est un exemple. Aujourd'hui avec nous, on va vous proposer de traiter ce side event en deux parties. La première partie sera plutôt une partie d'intervention sur comment garantir cette approche par les droits et comment avoir accès à l'eau et à l'assainissement pour tous en garantissant tous les critères du droit à l'eau. Et la seconde partie sera plutôt consacrée à un débat avec vous pour quelles nouvelles idées, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet accès à l'eau et à l'assainissement pour tous en garantissant ces critères du droit à l'eau. Avec nous pour traiter de ces enjeux, donc Laurent Pacou de l'Agence française de développement, Pascal Guiffon de Suez Environnement, Abdelrazak, votre nom Abourami, du Secours islamique France et Cléo Lossouarn du syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec Laurent Pacou qui va partager avec nous une expérience en Afghanistan sur justement comment essayé de délivrer un service d'eau potable et d'assainissement pour tous à Kaboul. Ok, merci beaucoup Christelle, merci à la Coalition Eau d'organiser cet événement. Je voulais commencer ma brève intervention par une très rapide lecture. En fait, c'est le premier paragraphe de la stratégie eau et assainissement de l'Agence française de développement pour laquelle je travaille. Donc ce paragraphe, c'est un droit humain non satisfait. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été reconnu comme droit humain par les Nations Unies en 2010. Au-delà de tous ces impacts, accéder à ce service essentiel constitue tout simplement une question de dignité pour chaque être humain. Donc, ce que je veux illustrer par cette lecture, c'est que tous les efforts, tous les financements, tous les projets qui sont faits par l'AFD vont dans ce sens, le sens donc d'accéder au droit à l'eau. Sachant que par ailleurs, nous, on procède rarement par une réflexion qui est juridique, on procède avant tout par une réflexion qui est opérationnelle, qui est technique, parfois financière. Donc finalement, c'est plus opérationnel ce que je présente. Donc le cas de l'Afghanistan,
Je vais vous donner une petite image du secteur de l'eau en Afghanistan, de ce qui se passe à Kaboul même et des projets que l'AFD mène là-bas. Donc en Afghanistan, on sort de plus de 30 ans de conflit, au travers duquel il y a eu un manque d'investissement colossal donc, dans le secteur de l'eau. On se retrouve aujourd'hui avec une mortalité infantile de 60 enfants pour 1000. On parle d'enfants de moins de 5 ans, sachant que la cause majeure est globalement acceptée comme étant la diarrhée, maladie qu'on connaît bien pour être une maladie liée à l'eau. Donc, il y a eu des investissements massifs en termes d'aide publique au développement qui ont permis des progrès, mais les défis sont encore colossaux dans le pays. À Kaboul spécifiquement, on fait face à une situation en fait qui est très particulière parce que du fait des départs des zones rurales dans tout le pays, il y a eu une exode rurale colossale et donc en 2001, la population à Kaboul était de 1 million de personnes. Aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de personnes. Alors bien entendu, face à un tel défi démographique, les services publics ont bien du mal à suivre. Donc sur ces 5 millions de personnes qui habitent Kaboul, il y a 1 million de personnes qui sont connectées à un réseau en quelque sorte. En fait, sur ce million, il y en a la moitié qui a accès à des public taps, comme on dit ça, des fontaines. Et l'autre moitié qui est directement connectée. Donc c'est 1 million de personnes. On considère que ce million de personnes-là consomment en moyenne 25 litres par jour et par personne. Donc on est déjà à un montant qui est en quantité très très faible, mais au moins en qualité à peu près garantie. Pour les 4 millions restants de la ville, on estime qu'ils consomment environ 15 litres par personne et par jour. Alors là, on se trouve vraiment en deçà de ce qui est recommandé par l'OMS, qui dit au minimum il faut avoir accès à 20 à 50 litres. On considère que c'est plutôt autour de 50 litres par jour et par personne. Et donc en quantité, ces gens-là n'ont clairement pas accès à une ressource suffisante. Par ailleurs, cette ressource, elle provient majoritairement de puits et de pompes à main. Et donc elle est pompée au travers de la nappe phréatique directement en dessous de la ville, qui est elle-même très polluée parce qu'il n'y a pas de gestion collective de l'assainissement. On se retrouve avec une situation où il n'y a que des latrines qui sont relativement défectueuses et le système de vidange est inopérant. Donc on a là clairement une situation où il y a au minimum 4 millions de personnes à Kaboul même qui n'ont pas accès au droit à l'eau, qui n'ont pas un accès à l'eau suffisant. Alors, je fais un petit focus sur le système de gestion de l'eau de Kaboul même. Donc, c'est un système, comme je le disais, qui approvisionne 1 million de personnes, qui a une capacité de production maximum de 60 000 m3 par jour. Le système ne permet pas d'approvisionner de façon continue la population, donc qui est amenée à stocker l'eau quand elle arrive. Donc elle le stocke dans des containers qui sont pas du tout conformes aux recommandations sanitaires. Il y a des pertes qui sont colossales dans ce système. On estime qu'elles sont à plus de 70%, des pertes techniques, des pertes commerciales. Pourquoi donc les pertes techniques? Du fait, bien entendu, de leakages, de fuites. Et par ailleurs, il y a un montant colossal de connexions illégales. Donc, au final, le rendement de réseau est extrêmement faible. Donc on voit qu'il y a un gap énorme à produire pour réussir à satisfaire le droit à l'eau à Kaboul, donc connecter plus de 4 millions de personnes à un réseau collectif et améliorer ce réseau collectif et le rendre durable. Je souligne rapidement l'historique institutionnel en fait, de l'Afghanistan. Donc en 2001, sortie du gouvernement taliban. En 2005, la Banque mondiale se concentre en fait sur le secteur de l'eau et à partir de là, essaye de le structurer. Et donc aussi en partenariat avec la KfW. Donc en 2005 est venue la première sector policy, la politique sectorielle, qui avait pour but donc, de connecter 90% de la population urbaine à horizon 2024. À l'époque, ça avait été estimé à 2,5 milliards de dollars d'investissement. J'imagine qu'aujourd'hui, ça a quasiment doublé. Hein. Et ça a aussi abouti à un Institutional Development Plan, donc qui lui a résulté en la création de l'Office national de l'eau qui s'appelle OSC, Afghan Urban Water Supply and Sewerage Corporation, donc qui est un office qui est budgétairement indépendant,
qui a pour mandat donc de réaliser les infrastructures, de gérer les infrastructures et donc d'apporter l'eau potable aux gens et aussi de développer les systèmes d'assainissement. Les actionnaires de cette institution, ce sont le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Urbanisme, la municipalité de Kaboul, qui est de loin la plus importante, et enfin l'Agence de protection de l'environnement. Donc c'est une entité entièrement publique. Elle est organisée en SBUs, Strategic Business Unit, c'est-à-dire que pour chaque ville, il y a une sous-institution qui va gérer toutes les activités de la corporation à l'échelle de la ville. Donc en fait, c'est un début de décentralisation. Donc l'AFD est partenaire de l'OSC depuis 2011 et donc a été, disons, accueilli par la KfW pour cofinancer la seconde phase de financement d'infrastructures de Kaboul. Je dis la seconde parce que la KfW avait avant fait le STP, le Short Term Project. Aujourd'hui, on est embarqué donc dans le MTP1, le Medium Term Project, sachant qu'il y a MTP1, 2, 3 et 4 pour arriver à connecter les 5 millions de personnes. Donc on en est seulement au 1. Le plan de financement, il rassemble donc la KfW, l'AFD et l'USAID. L'AFD contribue à hauteur de 11 millions d'euros. Le total du projet, c'est 74 millions d'euros. Il vise à connecter 240 000 personnes, et cela grâce à l'augmentation de production visée de 30 000 m3 par jour, la construction de canalisations de transport, d'un grand réservoir et l'extension des réseaux de distribution. On parle donc de poser 370 km de canalisation. En parallèle à ce projet d'infrastructure, l'AFD donc a souhaité appuyer, supporter l'institution, le SBU de Kaboul, et donc a mis en place un projet d'assistance technique de 5 millions d'euros, donc qui vise à combler les gaps en termes de compétences et surtout à améliorer les réponses qu'on donne à 4 questions. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on distribue? À qui distribue-t-on? Donc qui sont les clients? Et comment gère-t-on nos réseaux? Et donc tout cela pour rendre durable, bien entendu, les investissements qui sont actuellement faits en infrastructure. Donc en conclusion, je donne là un exemple qui me semble assez illustrer ce qui doit être fait pour apporter l'eau et le droit à l'eau dans les grandes villes des pays en voie de développement. Je crois que Kaboul est un bon exemple parce qu'en fait on partait en 2005 à partir de pas grand-chose. Et donc on voit toute la procédure depuis 2005 qui s'établit, la politique publique, la structuration institutionnelle, le renforcement en capacité pour assurer un service durable et les investissements en infrastructure. C'est tout un process qui nous permet d'aboutir au droit à l'eau, à l'accès à l'eau. Je parle seulement de l'eau potable, je ne couvre pas du tout l'assainissement dans ce que je dis. Et donc, bien entendu, il y a d'autres process. Là, je parle d'un process qui est très urbain. Il y a d'autres process qui peuvent être ruraux. L'AFD travaille aussi en zone rurale. Je citerai rapidement juste un exemple, un projet au Burkina Faso où on finance l'amélioration du service d'eau pour 1000 villages dans le nord du Burkina Faso. Donc c'était un projet qui coûtait 8,5 millions d'euros, qui est clôturé aujourd'hui. Et il couvrait donc des campagnes de sensibilisation, du renforcement de capacité aux collectivités locales, au secteur privé ou à l'État. Et enfin, bien entendu, il appuyait la construction et la réhabilitation de Small Water Rural System, des petits réseaux d'assainissement, de production d'eau potable en zone rurale. Voilà, merci beaucoup. Merci Laurent, donc merci pour ce partage d'expérience qui nous permet de voir comment répondre justement à ces enjeux d'accessibilité, de qualité, de disponibilité de la ressource donc sur l'eau. On va maintenant s'intéresser au cas de l'assainissement avec Léo Losouarn qui va nous présenter un projet donc, au Cameroun sur cette thématique spécifique de l'assainissement. Merci Christelle. Oui, effectivement, donc, le SIAP en tant que collectivité locale a le droit d'appuyer des projets à une échelle donc, locale, donc on passe à une échelle plus petite. On a en 2010 engagé un partenariat avec la Fondation Veolia, l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'Association internationale des maires francophones en appui à Bangangté. Donc Bangangté, c'est une ville qui est située dans la région ouest du Cameroun. De 200 000 habitants, avec à peu près 150 000 habitants en zone rurale et 50 000 habitants en zone urbaine.
L'approche de ce projet se voulait vraiment dans cette logique justement de droit à l'eau et donc de durabilité, d'accessibilité, dans une démarche d'appui à la maîtrise d'ouvrage, donc de renforcement des capacités et de mise en place d'un système de gestion qui permettrait d'assurer la durabilité des infrastructures. Il faut savoir que ce projet est arrivé, donc je parle quand même rapidement de l'eau parce que c'est quand même l'eau qui a amené des acteurs à s'engager dans cette ville-là, est arrivé parce qu'il y avait eu un énorme un financement d'infrastructures de châteaux d'eau, d'adduction d'eau potable avec une coopération bilatérale quelques années avant. Et en fait, les structures de gestion n'avaient pas été mises en place et donc tous les systèmes d'eau n'étaient plus fonctionnels. Donc ce projet a permis de réhabiliter 7 mini-adductions d'eau potable, un réseau d'adduction d'eau potable. Et les acteurs ont souhaité, parce qu'en fait, quand on parle de qualité de l'eau et quand on parle de maladies diarrhéiques, en fait, ce n'est pas l'eau, c'est l'absence d'assainissement qui fait qu'on a cette pollution des eaux. Et aujourd'hui, c'est un message qui a réussi à passer depuis quelques années, mais qu'il faut encore renforcer. On ne peut pas faire un projet d'eau sans un projet d'assainissement, c'est fondamental. Et peut-être que c'est 50-50. Voilà, il y a quelques années, c'était 5% d'assainissement pour 95% de financement d'eau. La facture d'eau en France, même si ce n'est pas du copier-coller, c'est 50% pour l'eau potable et 50% pour l'assainissement. Donc est-ce que finalement, il ne faut pas autant de financement pour l'assainissement que ce qu'on met comme financement par rapport à l'eau potable? Je pose la question. Ce projet qu'on a mené à Bangangté au Cameroun, donc effectivement, il constituait dans la réhabilitation de réseaux d'eau et donc les structures de gestion. Mais moi, étant SIAP et donc assainissement, je vais plus vous parler du volet assainissement. Donc on a construit 10 latrines écologiques avec séparation urine et excréta dans 10 écoles et 4 latrines au niveau des marchés. Donc cette technique... C'était, quand je suis arrivée sur le projet, la technique avait été choisie. Ce que j'avais pu voir par ailleurs dans d'autres régions, j'étais pas du tout convaincue. L'écosan, c'était quelque chose qui pour moi était juste, ça ne marcherait pas, mais ça n'empêche que c'était fait, on était dedans, donc on y va, on met toute notre énergie, puis on va voir si ça peut quand même réussir. Et finalement, donc je peux le dire, 4 ans après, il y a des endroits, c'est pas partout, mais il y a des endroits sur lesquels effectivement la séparation d'urine et d'excréta et la technique Ecosan peut être intéressante. Et mais pour ça, il faut effectivement mettre beaucoup de moyens sur la formation, beaucoup de moyens sur l'accompagnement. Et on avait une commune qui était extrêmement dynamique, extrêmement pilote. Et donc avec un service technique d'assainissement très intéressé par le projet et avec une volonté forte que ça réussisse. Et donc une présence très régulière sur le terrain, dans les écoles, auprès des directeurs des écoles, auprès des enseignants. Donc le système, en quoi il consiste? C'est une latrine, un bloc avec 6 portes, 6 toilettes. Avec la moitié des toilettes qui permet de récupérer les fesses et l'autre moitié où on n'est que sur la collecte des urines. Et les urines sont acheminées vers un bidon. Et tous les jours, le directeur, donc c'est là où il fallait faire un travail de sensibilisation, parce que tous les jours, à la fin de la journée, le directeur ou l'enseignant, il doit aller récupérer le bidon d'urine, le mettre dans une cuve d'1 mètre cube d'eau où on va les stocker. Et une fois que cette cuve elle va être remplie, on va fermer et on va laisser hygiéniser. Et on va récupérer les urines comme fertilisant. Donc, voilà, c'est là où il a fallu une année vraiment d'accompagnement, même une année et demie, pour que ce travail quotidien soit fait et soit bien mené. Il a fallu faciliter l'usage en changeant le système de porte, en changeant des toutes petites choses, mais qui faisaient que finalement ça allait marcher ou ça allait pas marcher. Que le directeur il allait tous les jours prendre le bidon ou que finalement il allait ouvrir la vanne et il allait laisser l'urine s'écouler sur le sol. Et puis on a accompagné aussi, enfin c'est pas nous, c'est la commune a accompagné les acteurs sur l'utilisation de cet engrais avec une phase de recherche avec l'université, mais finalement surtout une utilisation au niveau des champs. Et là, miracle, les directeurs et les enseignants, ils ont dit waouh, mais c'est extraordinaire, ça marche super bien l'urine, ça m'évite d'aller payer des engrais NPK chimiques sur le marché. Et du coup, ça y est, c'était fait. Il y avait un intérêt économique et donc
3 ans, même maintenant 4e année scolaire, les directeurs et les enseignants sont convaincus et le système a réussi à se passer année après année et la gestion est opérationnelle. Donc ça, c'était sur l'accompagnement au niveau des directeurs. Et puis parallèlement, il a fallu aussi mettre en place la structure de gestion par ce qu'on a appelé les comités éducation-environnement au sein des écoles, donc qui rassemblaient à la fois les élèves et les parents. Et avec un système où c'était les élèves de CM1, CM2 qui étaient formés et qui étaient chargés de former les plus petits pour que, voilà, pareil, année scolaire après année scolaire, la gestion puisse être assurée et reste pérenne. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions après. Merci Cléo. Donc on s'est intéressé plutôt ici à la question de l'accès en fait aux techniques et puis aussi de tout ce qui est renforcement des capacités et renforcement de la gestion aussi, notamment au milieu rural. Pour le coup, on va retourner un peu au milieu urbain avec Pascal Guiffan et notamment sur une expérience sur les bidonvilles. Comment est-ce qu'on fait pour apporter de l'eau dans les bidonvilles? Merci Christelle. Alors désolée pour la voix, qui était un petit peu impactée par le jet lag. Donc moi je voudrais déjà dire quand même que Suez Environnement en tant qu'entreprise soutient le droit à l'eau et à l'assainissement depuis longtemps. On est un opérateur de droit, on met en œuvre ce droit au sein de nos contrats pour nos clients et ça fait déjà plusieurs années qu'on développe une expertise pour développer l'accès et sa durabilité, donc son accessibilité. Je vais vous présenter le cas de Mumbai. Donc, on a signé l'année dernière avec la municipalité de Mumbai un contrat de service qui porte sur 10 services sur lesquels nous avons des objectifs très précis. Ce contrat a 2 objectifs particuliers. Le premier, c'est de pouvoir mettre en œuvre un accès à l'eau 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur 2 arrondissements, on dit des wards, de Mumbai, et de développer et d'améliorer le service dans les bidonvilles de Mumbai pour une population qui tournera autour de 750 000 habitants en 5 ans, ce qui est un bel objectif. Pour ce faire, on est en train, donc on a développé évidemment, on a proposé à notre client, donc c'est quelque chose qui a été inclus dès le début dans l'appel d'offres et puis on a proposé un dispositif. Aujourd'hui, on a une équipe dédiée qui travaille sur le sujet de l'accès à l'eau et de l'amélioration de l'eau dans les bidonvilles de Mumbai, avec une première étape essentielle dans ces projets qui est d'avoir un diagnostic clair. Parce que bien souvent, quand on arrive dans une ville, on n'a pas les éléments vraiment très clairs de où en est aujourd'hui le droit à l'eau dans cette ville, et notamment dans des bidonvilles qui sont bien souvent des zones plus ou moins bien considérées et plus ou moins marginales par rapport à l'accès à l'eau. Donc ça a été un premier travail. Une particularité à Mumbai, c'est que le droit à l'eau et à l'assainissement est inscrit dans la loi sur l'eau indienne, mais pour autant dans les slums, il est mis sous condition de plusieurs aspects légaux. Le premier, c'est la propriété de la terre. Donc bien souvent, quand vous êtes un habitant d'un bidonville vivant sur une terre qui appartient à un privé, si cette personne s'oppose à la mise en œuvre du droit à l'eau sur cette terre, eh ben vous ne pouvez pas avoir accès au service. C'est un premier critère. Le deuxième, c'est l'année où vous vous êtes installé à Mumbai. Donc ça a été ce qu'on appelle une date de notification. Il n'y a pas très longtemps, toutes les personnes s'étant installées avant 1995 pouvaient avoir accès à un service formel, c'est-à-dire rendu par l'opérateur dans les bidonvilles. Puis cette date a été bougée à 2000 et ainsi de suite. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des zones ou des quartiers où on a des gens qui ont un accès formel, ou en tout cas donné formellement par l'opérateur, et d'autres qui n'en ont pas. Donc par rapport à la situation qu'on peut avoir souvent où finalement c'est tout un quartier qui n'est pas connecté, là on a une coexistence de la mise en œuvre du droit et de sa non mise en œuvre, ce qui crée une autre difficulté. Deuxième difficulté, on parlait du temps d'accès. Aujourd'hui à Mumbai, le temps d'accès est entre 2 et 6 heures par jour, pour n'importe qui, que vous viviez dans un bidonville ou pas. D'ailleurs, il y a même des bidonvilles qui ont accès aujourd'hui 24 heures sur 24 à l'eau. Ça dépend de là où vous êtes par rapport au réseau. Donc là, ça dépend vraiment du réseau. Mais
En général, on est à 2 à 4 heures. Donc ça aussi, c'est un vecteur de disponibilité très important qui impacte ce droit. Et puis surtout qui impacte la qualité de l'eau, puisque on le sait, hein, quand on a un accès intermittent, ou en tout cas à 2 à 6 heures, il y a des impacts sur la qualité de l'eau qui est rendue. Donc notre première étape, ça a été de faire un diagnostic qu'on a fini. Et aujourd'hui, c'est de pouvoir former une équipe qui va non seulement travailler sur les aspects techniques, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'alors? L'opérateur a répondu d'un point de vue technique, c'est-à-dire en amenant des réseaux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'aperçoit qu'évidemment, c'est pas suffisant. Ça, on l'a appris depuis plusieurs années, qu'il faut mettre les populations au cœur du projet. Donc c'est ce qu'on est en train de faire en formant une équipe d'une vingtaine de personnes et en formant aussi les gens, nos contreparties ou en tout cas nos collègues à Mumbai. Et on va mettre en place un projet en fait pilote, enfin plusieurs projets pilotes, qui ensuite seront industrialisés, qui permettront d'atteindre ce chiffre de 750 000 habitants avec un accès amélioré, voire qui gagneront l'accès. Aujourd'hui, dans les bidonvilles, on a comptabilisé environ, il y a 18 ou 19 façons de se procurer de l'eau à Mumbai, que ce soit de manière formelle, informelle ou alternative. Donc vous imaginez bien que c'est un peu compliqué à gérer. Et surtout, ce qui est important, et ça c'est un autre point qu'on a ajouté, c'est que pour pouvoir faire ce projet, il va falloir qu'on choisisse des quartiers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir accès à l'eau avant d'autres. Et ça, c'est pas franchement évident à gérer. Donc, en tant qu'opérateur, qu'est-ce qu'on a fait? On a, avec notre client, créé des plateformes de dialogue avec des parties prenantes au niveau de la ville de Mumbai pour pouvoir valider la stratégie globale de développement de l'accès à l'eau sur ces zones, et puis au niveau des arrondissements pour pouvoir mobiliser non seulement, je dirais, les grands acteurs de la société civile, recherche, etc., mais aussi les acteurs communautaires qui sont présents dans chacun de ces quartiers sur des dimensions parfois uniquement sur l'eau ou sur l'assainissement, mais parfois ça peut être aussi sur la santé, sur l'éducation, et qui vont être des acteurs et des parties prenantes extrêmement importantes dans la mise en œuvre de ces projets. Donc voilà le témoignage que je voulais donner sur Mumbai, et je serais ravie de répondre à vos questions. Merci Pascal, c'est vrai que ce cas est vraiment intéressant, la question des bidonvilles est vraiment majeure. Ça pose aussi la question de l'abordabilité en fait, qu'on pourra traiter dans la seconde partie de ce side event. Et ça montre aussi que même si le droit à l'eau est reconnu, est inscrit dans la loi, ça n'empêche pas qu'il y a de nombreuses entraves dans la pratique à l'application de ce droit. Entraves qu'on va retrouver d'une autre manière en Palestine en l'occurrence, où la situation est assez particulière et comment avoir accès à l'eau, comment appliquer le droit à l'eau en situation de conflit. Juste une petite précision avant que Abdelrazak commence. Il s'exprimera en anglais. Si vous avez besoin de casque de traduction, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sinon, Abdelrazak, je te laisse la parole. Thank you. Welcome all of you. First of all, my name is Abdelrazak Abu Rahma. I'm from Palestine. I work for Secours Islamic France in Palestine mission. Secours Islamic France work in 16 countries in Asia and in Middle East and in Africa, in Pakistan. And I work for the mission of the organization in Palestine as a water and environmental and agricultural officer. And I'm here to talk about case of Palestine, the water conflict and water problems in this region. Actually, Palestine located in the Middle East and with the borders of Mid Sea from the west and from the east Jordan, north Lebanon, south Egypt. This is the historical borders of Palestine, but the current borders is the separation wall, which is constructed by Israelis occupations. So at the current moment we don't have in Palestine any natural borders.
It's from here, from this point, the water problems come from. In the math, the Palestine and Israel region climate considered as arid. At the same of Israel is making the desert bloom. Actually, and in the reality, Palestine considered as a rich in water storage. Since we have, by historical review, background of the rainwater fall in Palestine is from 600 millimeter to 700 millimeter annually. And if we compare this rainwater with London in UK, in London the rainwater is just 596 millimeter. In Ramallah city in West Bank, 619 millimeter annually. But the difference in the consumption is in London 150 liter per capita per day. In West Bank in Palestine from 40 to 70 liter per capita per day. And the WHO standard is the minimum consumption is 100 liter per capita per day to live in good health conditions. So Palestinian people living under the minimum standard of consumption. Palestine have a different problem in water. It's not technical problem. As I mentioned, we are enriched in water storage in Palestine. The main problem that the Palestinian facing is a political problem, which means that the Israelis occupation controlling all over the water resources in Palestine. About 90% of the water resources in Palestine is controlled by Israelis. About only 10% of water resources operated and with limited control for Palestinians. So in Palestine, we have the West Bank. We have settlers in the West Bank, like 5,800 settlers in West Bank, and they control 60% of the West Bank area. The problems and the main problems that facing the Palestinians regarding the water in Palestine is insufficient access to the basic needs. And the second problem, increasing the pressure on the ecosystem and in the water and in the environmental pollution. And the third problem is degradation of land quality and decreasing of the surface of the available area. And the fourth problem is health consequence. And the fifth problem and the main problem of water in Palestine is the injustice water allocation. So this is the main problem that the Palestinian facing in Palestine. And as maybe all of you know, the Palestinians have an Oslo agreement with the Israelis since 1995. And the water from this time of this agreement continue, allocated to the Palestinians continue to decrease and decrease. In 1999, the allocated water was 138 million cubic meter. At 2012, it became 86.9 million cubic liters. At the same time, we don't have control in the different type of water resources in Palestine. The main type of water resources in Palestine is the mountain aquifers, and we have the surface water, and mainly the surface water is the Jordan Valley, and the Palestinians do not benefit any drop of this water in this valley. And only we have in surrounding this valley
9,000 Israeli settlers who consumed at approximately 1/3 of the water supplied to the Palestinian. So we have, after Oslo Agreement, 20 years, and nothing is changed, and the people and the demand became double of what since Oslo Agreement. So we have like 200,000 people in different Palestinian villages without any water network. And this people suffering from the water shortage, and also they suffering from the cost of this water, because the cost of this water cost them like 400% of the water network cost, because they need to buy the water from the tankers, by the tankers. And also here the water is not secured, because in using the tankers, normally it be contaminated water. And the most important thing since Oslo Agreement, that West Bank divided in 3 areas: Area A, Area B, and Area C. Area A and Area B mean that the control, administrative and the civil and security control related to the Palestinian Authority. And the border of these 2 areas is where is the houses is built up. The most important area, which is controlled by Israelis occupation, is Area C. Area C is the open area and the surface area of in the West Bank, that the Palestinians can install and construct all their investment or infrastructure, for example, wastewater treatment units, and pump stations, aquifers, wells, drilling. All these areas controlled by Israeli side, and if Palestinian, according to the Oslo Agreement, if Palestinians need to make any construction or any infrastructure in this area, shall have a permit from Israeli side. And since Oslo Agreement till now, 95% of the permit request from Israeli side, it's rejected. So all our projects in Area C rejected by Israeli side. For the sanitation in Palestine, the Palestinian people suffering from access to sanitation facilities. 70% of the Palestinian community is separate, is without any connection to the wastewater networks. A few water facilities is operated in Palestine. So as final point, as my organization, Secures Islamic Relief, trying to support the Palestinian resilience in the West Bank and Gaza Strip, we're trying to intervene through the possible interventions to support the Palestinian in water supply and in sanitation access. And we have current projects, grey water projects for grey water treatment on household level, to secure the access for sanitation for the Palestinian, and to secure the required amount of water for home gardening, in order to let the poor families secure their food from their home gardening. And thank you very much. Thank you so much, Abdallah Hazek. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que là, ça nous a permis de voir aussi comment faire pour en fait faire respecter ce droit à l'eau quand les droits eux-mêmes en fait sont bafoués dans un pays. Donc c'est une problématique qui est beaucoup plus complexe et que ce n'est pas seulement une question. Donc la ressource est là, mais on ne peut pas en disposer en l'occurrence.
Donc l'ensemble des intervenants, que je remercie beaucoup, nous ont permis d'avoir en fait une bonne vision de ce qui peut se faire en fait pour permettre d'avoir un accès à l'eau et à l'assainissement via cette approche par les droits. On a pu notamment en fait traiter des questions de qualité, de durabilité, d'accessibilité, de disponibilité. On a un peu moins abordé la question de l'abordabilité, on reviendra dessus après, mais ça vous donnait un bon panel de ce qui peut se faire et comment on peut travailler en fait sur le terrain sur ces enjeux-ci, quel que soit le type d'acteur qui intervient. Dans la seconde partie, on va vous proposer de revenir en fait sur ces enjeux et de réfléchir ensemble sur comment aller plus loin. Alors avec deux visions, déjà d'une part, on va vous laisser poser vos questions aux intervenants et puis aussi vos idées, vos commentaires pour pouvoir aller plus loin pour cette application du droit à l'eau, avec aussi une partie qui va nous permettre d'aborder plus les questions des principes, participation citoyenne, transparence, accès à l'information, etc. Pour animer cette partie, je fais appel à Jean-Bosco Bazier, directeur adjoint directeur de Vive, qui nous permettra aussi de partager avec vous son expérience à lui aussi de cette thématique. Voilà, merci Christelle et merci à tous les intervenants. Bonjour, j'ai le plaisir d'animer cette deuxième partie de notre side event. Et je crois qu'au regard de tout ce qu'on a entendu tout à l'heure, il y a un enjeu majeur, c'est celui de l'opérationnalisation de cette approche par les droits, en sachant bien sûr que, comme l'a dit d'ailleurs un intervenant, que c'est un processus, et avec plusieurs dimensions. On a vu beaucoup plus la dimension opérationnelle à travers les projets qui sont mis en œuvre pour rendre l'eau et l'assainissement accessibles au plus grand nombre, mais on a aussi d'autres dimensions, la dimension juridique notamment, qui est d'ailleurs un enjeu majeur dans nos pays. Et je souhaiterais d'ailleurs que plusieurs d'entre nous qui sommes là puissent parler de l'expérience de leur pays sur cette dimension juridique. Comment rendre justement ce droit-là éventuellement opposable pour que les citoyens, dans les instruments juridiques nationaux, ils puissent justement en faire référence pour exiger des dirigeants, de tous ceux qui ont en charge la responsabilité de rendre les services d'eau et d'assainissement, ils puissent le rendre effectif pour les uns et les autres, dans les meilleures conditions, bien sûr, d'accessibilité, d'équité, etc., etc. Donc, il y a aussi une autre dimension, c'est la dimension financière, et qui est bien sûr liée, qui vient accompagner les autres dimensions, parce que même si on a ce droit-là opposable qu'un citoyen peut éventuellement revendiquer, et qu'on puisse aussi avoir des actions opérationnelles, il faut de l'argent pour tout ça. Et c'est là aussi qu'il est extrêmement important que cette dimension financière soit prise en compte, parfois dans l'allocation des ressources. Donc la dimension aussi de l'allocation des ressources au niveau local, au niveau national, et puis aussi au niveau international, pour que ce droit qui est reconnu par les instances internationales puisse être décliné au niveau local de manière effective. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'on a citée et qu'on entend en filigrane derrière, c'est évidemment la volonté politique, qui est quand même déjà le premier critère important, essentiel, pour pouvoir mettre en œuvre ce droit. C'est-à-dire que tous les acteurs qui sont ici présents, que ce soit des bailleurs, la société civile, les opérateurs, que ce soit publics, privés, etc., s'il n'y a pas de volonté politique de mettre en œuvre ce droit de manière globale, générale, organisée, avec un cadre sectoriel, etc., ça rend les choses quand même très difficiles, ou alors on va continuer à faire des projets les uns à côté des autres, avec finalement pas autant de cohérence qu'on le souhaiterait. Donc je pense que ça, c'est vraiment l'aspect essentiel. Le deuxième aspect, et là je rejoins tout à fait la personne qui l'a cité, c'est le fait que les bénéficiaires, les usagers, les clients, on les appelle avec des mots différents suivant les acteurs, ce sont des gens qui ont à la fois des droits, mais aussi des devoirs par rapport aux services. Nous, dans les projets qu'on met en œuvre, moi, quand on va dans un bidonville, moi, mon seul objectif, c'est d'inclure
les personnes qui vivent dans ce bidonville avec les mêmes droits et les devoirs que n'importe quel client, parce que moi je les appelle clients. Après, effectivement, les modalités d'accès et d'accessibilité doivent être adaptées à la situation socio-économique avec des tarifications adaptées, que ce soit pour l'accès sur la connexion ou pour le paiement des services. Mais en tout cas, cette notion de droit et de devoir, je pense qu'il faut être en capacité de l'appliquer à chacun des acteurs et elle est particulièrement importante parce qu'elle permet de délimiter les rôles et les responsabilités de chacun et de bien savoir ce que chacun doit faire dans ses projets parce que ce sont toujours des projets avec de multiples acteurs qui créent évidemment de la complexité. Tout à fait. Merci à vous. Oui, le SIAP avec cette expérience sur l'assainissement. Oui, alors du coup, je parle effectivement en fait, c'est pour revenir peut-être plus sur la question de la dimension financière. C'est-à-dire que pour pouvoir garantir cet accès au droit à l'eau et à l'assainissement, il y a eu un fonds qui a été constitué dans la région parisienne, qui est alimenté par les collectivités départementales et qui permettent, lorsque quelqu'un n'est plus en moyen de payer sa facture d'eau et d'assainissement, de faire appel à ce fonds et à cet outil financier. Donc, en justifiant de la difficulté et des raisons qui ne lui permettent pas d'accomplir ce devoir de payer en tant qu'usager du service d'eau et d'assainissement, de pouvoir donc payer sa facture et donc de ne pas être coupé de l'eau et de l'assainissement. Et donc l'assainissement, on n'est jamais coupé, mais en tout cas de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant pour justement montrer comment on peut garantir le droit à l'eau et à l'assainissement. Et peut-être aussi revenir d'une façon plus détaillée sur cette question du devoir, c'est-à-dire que de la facturation. On parle de services qui ont des coûts de transport, des coûts, donc en parlant d'assainissement, le coût de transport, le coût d'amortissement des infrastructures, le coût du traitement de l'eau qui est extrêmement élevé parce qu'on a des normes très exigeantes et qui obligent à rendre une eau de qualité au milieu. Et donc en fait, les collectivités publiques qui sont en charge de ce traitement de l'eau appliquent des formules qui justement expliquent de façon très détaillée à l'usager quel est ce coût. C'est-à-dire, c'est une formule mathématique, mais qui dit, voilà, on vous fait payer l'assainissement, et ce que vous payez pour l'assainissement, ça ne fait que couvrir les coûts d'exploitation et d'investissement pour pouvoir respecter les normes environnementales. Donc il y a aussi tout un travail de transparence, qui sont les grandes thématiques qu'il y a derrière la question du droit à l'eau et de l'assainissement, et de communication auprès des usagers, et qui est aussi là favorable à ce que cet échange, cette relation de confiance entre le côté politique et des côtés des décideurs et le côté des usagers, et qui acceptent de payer le service ou pas. D'accord. Merci. Oui, est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Merci beaucoup. Donc, moi, je regrette qu'on n'ait pas quelqu'un de l'Afrique du Sud parmi le public. Je ne sais pas s'il y a, parce que, quand j'avais regardé rapidement, il y a ? Non, parce que moi, c'est un sujet que je connais pas beaucoup. Tu connais, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu rapidement, il y avait un cas qui était très intéressant. Je crois que c'est à Soweto. On avait placé des compteurs prépaiement et donc ça avait provoqué finalement un refus de la part de la population qui est allée devant la cour pour demander le retrait de ces compteurs. Et donc ça a abouti finalement à une nouvelle régulation du tarif avec un minimum par connexion gratuit. C'était avant les compteurs ? Bon, peut-être tu me reprendras. Voilà. Ça, c'était ma première chose. Je pense que là, il y a déjà un cas intéressant. Et donc, ça m'amène aussi à penser le tarif. Finalement, on a encore énormément de cas où il y a de la tarification qui est forfaitaire, de la tarification qui est au volume, c'est-à-dire plus on consomme et finalement plus c'est cher, ce qui finalement va plutôt à défavoriser les gens qui n'auraient pas suffisamment d'argent. Et donc, la mise en place de tarification sociale. Sachant que ces tarifications sociales, elles ne sont pas forcément évidentes non plus à mettre en place, puisque ça repose souvent sur des statistiques, ça va pouvoir classifier les ménages, et ça c'est pas évident, c'est pas tous les jours, c'est pas dans tous les pays qu'on retrouve une équation qui nous permet de mettre ces choses en place. Alors quand on procède par quartier, bien entendu c'est plus simple, mais moi au Sri Lanka par exemple, c'est un problème qu'on a.
Et enfin, je partage l'enthousiasme qu'on trouve là dans les interventions. Il y a beaucoup de passion. Moi aussi, j'ai beaucoup d'enthousiasme à l'idée du droit à l'eau, qui est en fait quelque chose qui doit encore éclore. Moi, je travaille au Gabon, au Sri Lanka, en Afghanistan et aux Philippines. J'avoue que c'est quand même un aspect, une approche dont on ne parle pas, qui est encore pas mise en place, qui n'est pas utilisée. Et je le regrette parce que c'est quand même un biais de pouvoir à donner à la population qui est extrêmement important. Comme vous le disiez, monsieur, il y a l'aspect progressif qui est important dans le droit. Et bon, moi, mon modeste témoignage dans les pays dans lesquels je travaille, c'est que quand même, c'est trop progressif. Donc, bien entendu, le gouvernement, il doit avoir aussi la capacité de mettre en œuvre au fur et à mesure, mais de l'autre, donner le pouvoir à la population de rendre redevable son gouvernement, je pense que c'est un instrument qui a une puissance extrêmement importante. On le fait par ailleurs au travers de campagnes de sensibilisation, de participation avec la société civile dans le cadre de mise en œuvre de projets, mais je pense que voilà, le droit, c'est un vrai outil de redevabilité des gouvernements qui, à mon modeste sens, peut avoir un important impact. Très bien. Abouraman, you have something? No? No? Actually, I agree with my colleagues what they said regarding the. It's okay. What I want to say regarding the interventions in the development countries, from my background of experience, sometimes we have the fund, we have the design projects, we have, and we at the same time we have the complicated political situations. But like this situation, we have to look for a practical solutions on ground. We have to look. We can't let the people, the poor people, who don't have any access to water or to sanitation, to stay waiting forever without any support. So I think in Palestine, as I told you, with the complicated political situation, we look for a different type of solution, practical solutions. For example, the grey water treatment and reuse on household solution is a very low cost treatment technology that can be implemented on household level and on community level, and this can secure the good amount of water for home garden irrigation. Also, this can protect the poor families from the health consequence for health aspects. So I think we have to look for practical solutions. D'accord, merci.